L'ex-femme de mon mari se comporte comme si elle était toujours son épouse. Alors, j'ai décidé de lui montrer ce que ça signifie vraiment d'être divorcée. L'ex-femme de mon mari, Béatrice, agissait toujours comme si elle était mariée avec lui, bien qu'ils aient divorcé 3 ans avant que je ne le rencontre. Elle avait un double des clés de sa maison qu'elle refusait de rendre et entrait quand bon lui semblait. Elle réorganisait les meubles, lavait ses vêtements et remplissait le réfrigérateur avec la nourriture qu'elle pensait qu'il devait manger. Quand Armand et moi nous sommes mariés en janvier, Béatrice s'est présentée à la cérémonie à la mairie vêtue d'une robe blanche et s'est assise au premier rang, là où la mère du marié est censée s'asseoir. Elle a dit à tout le monde qu'elle était là pour soutenir Armand durant cette transition difficile et qu'elle serait toujours sa première et véritable épouse. D'ailleurs, elle s'est levée pendant la cérémonie lorsque l'officier d'état civil a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, et a dit qu'elle voulait simplement rappeler à Armand que leur vœu était éternel, même si la loi disait le contraire. Armand lui a dit de s'asseoir et de se taire, mais elle a passé le reste de la cérémonie à pleurer bruyamment et à raconter aux gens autour d'elle l'histoire de leur mariage d'il y a 15 ans. À notre réception, Béatrice a fait un discours que personne n'avait demandé, expliquant comment elle avait façonné Armand pour en faire l'homme qu'il était aujourd'hui et que je devrais lui être reconnaissante pour tout son dur travail. En le préparant pour moi, a-t-elle dit, elle ferait toujours partie de sa vie et espérait que je comprendrais que certains liens ne pouvaient être brisés par des papiers. Elle m'a carrément remercié de prendre soin de son mari temporairement pendant qu'elle se concentrait sur elle-même. J'étais trop stupéfaite pour répondre et Armand semblait juste embarrassé, mais il ne l'a pas arrêté. Le lendemain de notre retour de lune de miel, Béatrice était dans notre cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle a dit qu'elle savait qu'Armand aimait les œufs au plat avec un jaune coulant le dimanche et que je ne le savais probablement pas encore. Elle avait utilisé sa clé pendant notre absence pour nettoyer la maison et avait jeté toutes mes affaires qu'elle jugeait inappropriées pour la maison d'Armand. Elle a dit qu'Armand avait des standards spécifiques qu'elle avait maintenus pendant 15 ans et qu'elle m'aiderait à les apprendre. Quand je lui ai ordonné de partir immédiatement et de me donner la clé, elle a ri et a dit qu'Armand lui avait donné cette clé et que seul lui pouvait la lui réclamer. Armand est descendu et au lieu d'exiger la clé, il a seulement demandé à Béatrice de prévenir avant de venir la prochaine fois. Elle a répondu qu'elle venait sans prévenir depuis 3 ans et ne voyait pas pourquoi cela devrait changer juste parce que je vivais là maintenant. Armand m'a sérieusement dit que Béatrice avait de bonnes intentions et qu'elle avait juste du mal à s'adapter au changement. Béatrice a commencé à venir chaque matin pour préparer le déjeuner d'Armand pour le travail, car elle disait qu'il ne mangeait jamais bien sans ses conseils. Elle entrait dans notre chambre alors que nous étions encore au lit pour demander ce qu'il voulait pour le dîner. Elle a dit à tout le monde dans le quartier qu'elle me formait pour prendre soin d'Armand correctement, car être sa femme était un travail à plein temps qui exigeait de l'expérience. Elle faisait même adresser son courrier à notre maison sous le nom de Béatrice Lefebvre, bien qu'elle ait légalement repris son nom de jeune fille, Delphine, après le divorce. Quand des colis arrivaient pour Madame Lefebvre, elle les réclamait en disant qu'elle était la Madame Lefebvre originale et qu'elle le serait toujours. Elle s'est inscrite à notre salle de sport et a programmé ses entraînements à la même heure qu'Armand, disant qu'ils étaient partenaires d'entraînement depuis des années et que le divorce ne changeait rien à cela. Elle nous suivait au restaurant et prenait une table voisine pour superviser nos rendez-vous, disant qu'elle était la compagne de vie et que j'étais seulement l'épouse légale actuelle. Elle envoyait à notre table de la nourriture qu'elle avait commandée parce qu'elle savait ce qu'Armand voulait vraiment, mieux que lui-même. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Béatrice a organisé une fête pour le 15e anniversaire de son mariage défunt avec Armand et a envoyé des invitations à tous leurs anciens amis, en disant qu'elle célébrait leur lien durable, qui transcendait le statut légal. Elle a loué une salle, engagé un groupe et s'attendait à ce qu'Armand y assiste en tant que son cavalier, me disant que je pouvais venir comme invité si je voulais voir comment on célébrait les vrais mariages. C'est là que j'ai décidé que Béatrice devait apprendre ce que signifiait vraiment être divorcée. J'ai commencé par changer toutes les serrures de notre maison et installer un système de sécurité qui alerterait la police si elle essayait d'entrer. Et quand Béatrice s'est présentée avec sa clé le lendemain matin, elle n'a pas pu entrer et a dû rester dehors à sonner. J'ai ouvert la porte en peignoir et lui ai dit qu'Armand était occupé avec sa femme et qu'elle devrait prendre rendez-vous si elle voulait le voir. Ensuite, j'ai appelé tous les prestataires de sa fête d'anniversaire et j'ai tout annulé, expliquant que Béatrice était confuse et pensait être encore mariée à mon mari. La salle a été compréhensive et a remboursé son acompte sur la carte d'Armand,
car elle avait utilisé sa carte de crédit sans son autorisation. Le groupe a été horrifié d'apprendre qu'il avait été engagé pour le faux anniversaire d'une femme divorcée et a accepté d'annuler. J'ai envoyé des messages à tous les invités expliquant que Béatrice avait du mal à accepter le divorce et que nous étions préoccupés par son état mental. Puis je suis allée à la salle de sport et j'ai transféré l'abonnement d'Armand dans une autre succursale, en leur disant que son ex-femme le harcelait. Ils ont banni Béatrice de toutes leurs installations pour harcèlement. J'ai fait de même dans tous les restaurants que nous fréquentions, expliquant que son ex-femme perturbait nos repas. Ils l'ont tous ajouté à leur liste de personnes indésirables. La vraie conséquence est arrivée quand j'ai contacté le petit ami de Béatrice, avec qui elle sortait depuis 6 mois. J'ai trouvé son numéro par des amis communs et je l'ai appelé ce soir-là. Il a répondu à la 3e sonnerie et je me suis présentée comme la femme d'Armand. Il y a eu une pause avant qu'il ne dise qu'il savait qui j'étais, car Béatrice m'avait mentionné quelques fois. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit que je devais lui parler du comportement de Béatrice, car il méritait de savoir ce qui se passait vraiment. Je lui ai tout expliqué, comment elle entrait dans notre maison avec une clé depuis des mois, même après notre mariage, comment elle préparait les déjeuners d'Armand chaque matin et entrait dans notre chambre alors que nous étions encore au lit. Comment elle a organisé une fête pour le 15e anniversaire de son mariage avec mon mari qui s'est terminé 3 ans avant que je le rencontre. Comment elle nous suivait au restaurant et disait au serveur qu'elle était la véritable compagne de vie d'Armand. Comment elle utilisait un nom de femme mariée pour son courrier, bien qu'elle l'ait légalement changé après le divorce. Il est resté complètement silencieux. J'ai compté les secondes dans ma tête et suis arrivée à 30 avant qu'il ne reparle. Sa voix était différente maintenant, tendue et maîtrisée. Il a demandé si j'avais des preuves de ce que je disais. Je lui ai dit que je les lui enverrais immédiatement et lui ai demandé son adresse e-mail. Il me l'a donnée et je l'ai entendu respirer à l'autre bout du fil pendant que je prenais mon téléphone et commençais à joindre des fichiers. J'ai envoyé des photos du courrier adressé à Madame Béatrice Lefebvre. Des captures d'écran de l'invitation à la fête d'anniversaire avec son langage sur le lien durable qui transcendait le statut légal. Des photos que j'avais prises d'elle dans notre cuisine ce dimanche matin après la lune de miel. La documentation de la salle de sport sur le changement d'abonnement d'Armand en raison de son harcèlement. Des emails des restaurants confirmant qu'il l'avait banni. Les relevés de carte de crédit montrant qu'elle avait facturé des milliers d'euros pour la salle de fête et le groupe sur la carte d'Armand sans permission. J'ai entendu son téléphone sonner quand il a reçu l'email. Il a dit qu'il allait tout vérifier et me rappellerait. Puis la ligne est devenue silencieuse. 2 heures ont passé. Je me suis assise sur le canapé avec mon téléphone sur les genoux pendant qu'Armand préparait le dîner. Il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai dit que j'avais contacté le petit ami de Béatrice. Son visage a pâli et il a demandé pourquoi je ferais une chose pareille. Je lui ai dit que c'était parce que Béatrice nous mentait à tous les deux et que son petit ami méritait de savoir la vérité sur la personne qu'il fréquentait. Armand semblait vouloir discuter, mais il ne savait pas quoi dire. Mon téléphone a sonné, j'ai répondu et le petit ami de Béatrice a commencé à parler immédiatement. Sa voix tremblait de colère. Il a dit qu'il avait tout vérifié ce que j'avais envoyé et qu'il n'avait aucune idée que tout cela se passait. Il pensait que Béatrice avait tourné la page avec son ex-mari. Il pensait qu'elle était prête à avancer dans sa vie et à construire quelque chose de nouveau avec lui, mais maintenant il réalisait qu'elle lui mentait depuis le début de leur relation de 6 mois. Chaque fois qu'elle disait qu'elle réglait des affaires, elle était probablement chez nous. Chaque fois qu'elle disait qu'elle allait voir une amie, elle nous suivait probablement au restaurant. Chaque fois qu'elle parlait de son mariage passé comme si c'était de l'histoire ancienne, elle planifiait des fêtes d'anniversaire et utilisait son nom de femme mariée. Il a dit qu'il se sentait comme un idiot de ne pas s'en être rendu compte. Je lui ai dit qu'il n'était pas un idiot et que Béatrice était douée pour cacher les choses. Il a dit qu'il la confronterait ce soir. Il m'a remercié de lui avoir dit la vérité, même si cela lui faisait clairement mal de l'entendre. Puis il a raccroché. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine en train de faire du café quand l'alerte du système de sécurité s'est déclenchée sur mon téléphone. Je l'ai ouverte et j'ai vu Béatrice sur la caméra en train de remonter notre allée. Elle est arrivée sur le perron et a commencé à marteler la porte de ses 2 poings. J'ai monté le volume de mon téléphone et je l'ai entendu crier.
Elle hurlait que j'avais gâché sa vie, que j'avais détruit sa relation, que je n'avais pas le droit d'interférer dans des choses que je ne comprenais pas. Elle exigeait qu'Armand sorte et explique pourquoi il me laissait lui faire ça. Son visage était rouge et ses cheveux en désordre comme si elle n'avait pas dormi. Armand est descendu et s'est tenu à côté de moi, regardant l'écran du téléphone. Il avait la bouche bée. J'ai appelé le commissariat du quartier pendant que Béatrice continuait de frapper. L'opératrice a répondu et j'ai expliqué que l'ex-femme de mon mari était chez nous, refusant de partir, et que nous avions un système de sécurité qui enregistrait tout. L'opératrice a dit qu'ils enverraient un agent pour constater l'incident. Béatrice a crié pendant encore 5 minutes avant de finalement s'arrêter et de retourner à sa voiture. Armand a juste regardé l'écran. Il a dit qu'il ne l'avait jamais vue comme ça avant. Je lui ai dit que c'était parce qu'il ne lui avait jamais dit non auparavant. Cet après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu et une voix de femme a dit « Je suis Célestine, la sœur d'Armand ». Mon estomac s'est noué. Elle a dit que Béatrice l'avait contactée ce matin, prétendant que je maltraitais Armand et l'isolais des personnes qui se souciaient de lui. Célestine a dit que Béatrice était très bouleversée et très convaincante. J'ai demandé à Célestine si elle voulait venir voir la vérité par elle-même. Il y a eu une pause, puis elle a dit oui, qu'elle aimerait bien. Elle est arrivée 1 heure plus tard avec son mari, Isidore. Je les ai fait entrer et Armand a semblé surpris de les voir. Célestine a serré son frère dans ses bras et lui a demandé s'il allait bien. Il a dit que oui. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert tous les dossiers que j'avais rassemblés. Je leur ai tout montré. Les photos de Béatrice chez nous ce premier dimanche après la lune de miel. Les captures d'écran du message où elle demandait à Armand ce qu'il voulait pour le dîner. L'invitation à la fête d'anniversaire. Les relevés de carte de crédit. Le relevé de ses visites à la salle de sport où elle s'était présentée à la même heure qu'Armand. Les photos d'elle assise à des tables voisines lors de nos rendez-vous au restaurant. Le courrier avec son nom de femme mariée. Le visage de Célestine a changé alors qu'elle parcourait tout. Elle a mis sa main sur sa bouche. Isidore s'est penché sur son épaule et sa mâchoire s'est crispée. Célestine a regardé Armand et a demandé pourquoi il ne lui avait jamais rien dit de tout ça. Armand a haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas causer de problème. Célestine a dit que c'était un énorme problème et qu'il aurait dû dire quelque chose il y a des années. Elle s'est tournée vers moi et s'est excusée. Elle a dit que Béatrice avait toujours semblé un peu possessive, mais elle n'avait aucune idée que c'était à ce point. Elle a dit que si elle avait su, elle serait intervenue plus tôt. Célestine et Isidore sont restés dîner. Isidore a parlé à Armand dans le salon pendant que Célestine m'aidait à cuisiner. Je pouvais entendre la voix d'Isidore à travers le mur. Il a dit à Armand que sa passivité avait alimenté les délires de Béatrice et mis notre mariage en danger. Il a dit qu'aucun vrai ami n'accepterait un tel comportement de la part d'une ex-femme. Il a dit que me protéger devrait être la priorité numéro 1 d'Armand, et non éviter les conflits avec Béatrice. La voix d'Armand était basse quand il a répondu. Il a dit qu'il le savait. Il a dit qu'il était tellement habitué au comportement contrôlant de Béatrice pendant leur mariage qu'il ne savait pas comment l'arrêter. Il a dit que lorsqu'ils étaient mariés, Béatrice prenait toutes les décisions et il était juste d'accord avec tout car c'était plus facile que de se disputer. Il a dit qu'après le divorce, il s'est senti coupable parce que Béatrice ne voulait pas mettre fin au mariage et lui-ci. Alors, quand elle a continué à venir, il s'est dit qu'elle avait juste besoin de temps pour s'adapter, mais maintenant il voyait qu'il avait tout empiré en ne fixant pas de limite. Isidore a dit qu'Armand devait changer cela en commençant maintenant. Armand a dit qu'il était prêt. 3 jours plus tard, Armand est rentré du travail, l'air choqué. Il a dit que Béatrice s'était présentée à son bureau cet après-midi en pleurant. Elle s'est adressée à ses collègues et a dit que je l'avais retournée contre elle et que j'avais volé son compagnon de vie. Elle a dit que j'étais contrôlante et manipulatrice et qu'il devait aider Armand à voir ce qui se passait. Son patron l'a convoqué dans son bureau pour discuter de la situation. Armand a dit que son patron était préoccupé par la perturbation et a demandé ce qui se passait. Armand s'est finalement défendu. Il a expliqué que Béatrice était son ex-femme qui n'acceptait pas le divorce.
Il a dit qu'elle nous harcelait depuis des mois et que nous prenions des mesures légales. Son patron a été compréhensif. Il a dit qu'il n'avait aucune idée qu'Armand faisait face à cela. Il a appelé la sécurité et a fait escorter Béatrice hors du bâtiment. Il a dit à la sécurité que Béatrice n'était plus la bienvenue dans les locaux de l'entreprise et que si elle revenait, il devait appeler la police. Armand a dit que ça lui avait fait du bien de le dire enfin à voix haute à quelqu'un d'autre que moi. J'ai pris rendez-vous avec maître Étienne Valcourt la semaine suivante. C'était un avocat spécialisé dans les cas de harcèlement et les ordonnances de protection. J'ai apporté 3 classeurs remplis de documents, de photos, de captures d'écran, de relevés de cartes de crédit, des rapports de police du matin où Béatrice était venue en criant, des déclarations de la salle de sport et des restaurants, tout. Maître Valcourt a tout étalé sur son bureau et a analysé chaque pièce attentivement. Il a posé des questions sur la chronologie et a pris des notes. Au bout d'1 heure, il s'est penché en arrière et a dit « Nous avons un dossier extrêmement solide pour une ordonnance de protection ». Il a dit que l'intrusion seule était suffisante, mais combinée au harcèlement moral, à la fraude à la carte de crédit et au harcèlement continu après avoir été sommé d'arrêter, un juge accorderait certainement l'ordonnance. Il a expliqué que le processus prendrait quelques semaines. 2 jours après notre rencontre avec maître Valcourt, le téléphone d'Armand a sonné avec le numéro du petit ami de Béatrice. Armand a répondu en haut-parleur. Le petit ami a dit qu'il voulait s'excuser de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Il a dit qu'il avait complètement rompu avec Béatrice. Armand a demandé ce qui s'était passé quand il l'a confronté. Le petit ami a dit que Béatrice avait eu une crise de nerfs totale. Elle a insisté sur le fait que son mariage avec Armand était leur vraie relation et le serait toujours. Elle a dit que le petit ami n'était que quelqu'un pour passer le temps jusqu'à ce qu'Armand revienne à la raison et réalise qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle a dit que leur divorce n'était qu'un contretemps temporaire et qu'Armand finirait par comprendre que leur lien était éternel. Le petit ami a dit qu'il s'était senti utilisé et manipulé. Il a dit qu'il avait perdu 6 mois de sa vie avec quelqu'un qui n'avait jamais été vraiment présent dans leur relation. Il a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi nous avions dû prendre des mesures aussi drastiques et ne nous en voulait pas. Armand l'a remercié et ils ont raccroché. Célestine a appelé ce soir-là et a dit qu'elle et Isidore pensaient qu'Armand devrait voir un thérapeute. Elle a dit que ce qui s'était passé avec Béatrice n'était pas normal et qu'Armand avait besoin d'aide pour apprendre à fixer des limites. Armand a accepté. Célestine a recommandé Dr Roxane Charvet, une thérapeute spécialisée dans la codépendance et les problèmes de limite. Armand a appelé et a pris un rendez-vous pour la semaine suivante. Après sa première séance, il est rentré à la maison et s'est assis sur le canapé pendant un long moment sans rien dire. J'ai demandé comment ça s'était passé. Il a dit que c'était difficile. Dr Charvet lui a demandé de parler de son mariage avec Béatrice et il a réalisé à quel point il l'avait laissé tout contrôler. Elle prenait toutes les décisions sur où vivre, quoi manger, comment dépenser l'argent, qui seraient leurs amis. Il a dit qu'il était tellement réticent au conflit qu'il acceptait simplement ce que Béatrice voulait parce que se disputer l'épuisait. Dr Charvet l'a aidé à voir que sa culpabilité concernant le divorce l'avait poussé à tolérer les intrusions de Béatrice pendant 3 ans. Elle a dit qu'être gentil ne signifiait pas accepter d'être maltraité. Elle a dit que protéger notre mariage exigerait qu'il se sente parfois mal à l'aise, mais que cet inconfort était nécessaire pour grandir. Armand a dit qu'il commençait à comprendre cela. La semaine suivante, Béatrice a essayé une nouvelle approche. Elle a contacté des amis communs et a raconté des histoires élaborées sur le fait que j'étais contrôlante et abusive. Elle a dit que je gardais Armand prisonnier dans sa propre maison. Elle a dit que je l'avais isolé de tous ceux qui se souciaient de lui. Elle a dit qu'Armand avait trop peur de moi pour demander de l'aide, mais elle savait qu'il avait besoin d'être sauvé. Mais Célestine avait déjà contacté ses amis avec la vérité. Elle a partagé une partie de la documentation avec leur permission. La plupart d'entre eux ont été horrifiés par le comportement de Béatrice. Ils ont dit que l'attachement de Béatrice à Armand leur avait toujours semblé un peu excessif, mais ils ne voulaient pas s'impliquer dans les péripéties du divorce. Maintenant, ils se sentaient coupables de ne pas avoir parlé plus tôt. 2 amis ont appelé Armand directement pour s'excuser et offrir leur soutien. Ils ont dit que si Béatrice essayait de les recontacter, il lui dirait de les laisser tranquilles.
Une amie a dit qu'elle avait en fait vu Béatrice nous suivre dans un restaurant des mois auparavant, mais elle s'était convaincue que c'était juste une coïncidence. Maintenant, elle réalisait que cela faisait partie d'un schéma et se sentait terriblement mal de n'avoir rien dit. Je vérifiais le courrier tous les jours après cela, attendant des nouvelles de la société de cartes de crédit. Armand avait déposé une réclamation pour fraude le jour même où j'avais annulé la fête de Béatrice, et l'enquête a pris près de 3 semaines. La lettre est finalement arrivée un mardi matin. Je l'ai ouverte directement à la boîte aux lettres et j'ai lu qu'ils avaient statué en notre faveur. Ils ont remboursé chaque dépense que Béatrice avait faite pour la fête d'anniversaire et ont signalé son compte pour fraude. La lettre disait qu'ils envoyaient à Béatrice un avis séparé, exigeant le remboursement dans les 30 jours et menaçant d'une action en justice si elle ne se conformait pas. J'ai appelé Armand au travail immédiatement pour lui dire. Il semblait soulagé, mais aussi inquiet de la réaction de Béatrice. Je lui ai rappelé qu'elle avait commis une fraude en utilisant sa carte sans permission et que c'était simplement les conséquences naturelles de ses actions. Ce soir-là, j'ai vérifié notre relevé de carte de crédit en ligne et j'ai vu tous les frais annulés. Béatrice avait dépensé plus de 4 000 € pour la salle, le groupe, le buffet, les décorations et un photographe pour sa célébration délirante. Cet argent de retour sur notre compte semblait être une petite victoire, mais je savais que le véritable impact serait pour Béatrice quand elle recevrait la lettre exigeant le paiement. Armand est rentré de thérapie la semaine suivante, l'air différent. Il s'est assis à la table de la cuisine et a regardé ses propres mains pendant un long moment avant de commencer à parler. Il a dit que Dr Charvet l'avait beaucoup poussé lors de cette séance, lui demandant d'examiner vraiment pourquoi il était resté marié à Béatrice si longtemps alors qu'il était clairement malheureux. Il a admis qu'il était resté des années de plus qu'il n'aurait dû parce qu'il avait peur de ses réactions et voulait éviter les conflits. Il a dit que Béatrice pleurait et menaçait de se faire du mal chaque fois qu'il essayait de fixer des limites, et il reculait toujours parce que gérer ses émotions semblait impossible. Dr Charvet l'a aidé à voir que ce même schéma s'était poursuivi après le divorce. Béatrice avait appris qu'elle pouvait le manipuler par les larmes et la culpabilité, et il le permettait parce que c'était plus facile que de tenir bon. Il m'a regardé avec des larmes aux yeux et s'est excusé sincèrement pour la première fois. Il a dit que sa passivité m'avait mise dans une situation impossible et qu'il était vraiment désolé de ne pas avoir protégé notre mariage dès le début. Il a dit qu'il comprenait maintenant que l'inconfort était nécessaire et qu'il s'engageait à faire mieux. J'ai tendu la main sur la table et j'ai tenu la sienne. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses et que j'étais fière de lui pour le travail qu'il faisait. Nous sommes restés assis ensemble un moment sans rien dire, juste présents l'un pour l'autre d'une manière qui semblait nouvelle et solide. La lettre de 10 pages de Béatrice est arrivée 4 jours plus tard. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres en rentrant du travail, adressée à nous deux et écrite de la main de Béatrice. Je l'ai ouverte là, dans l'allée, car je savais qu'Armand voudrait la voir aussi. La lettre était complètement déséquilibrée. Elle alternait entre supplier Armand de se souvenir de leur amour et menacer de rendre nos vies misérables si nous ne la laissions pas revenir. Elle a écrit des paragraphes sur leur jour de mariage, leur premier appartement et les voyages qu'ils avaient faits ensemble. Puis le ton changeait pour dire que j'étais un obstacle temporaire et que notre mariage n'était qu'une leçon karmique qu'Armand devait apprendre avant de revenir vers elle. Elle a utilisé l'expression « flamme jumelle » et a dit que leurs âmes étaient connectées à travers les vies passées. Elle a dit qu'elle avait été patiente pendant qu'Armand explorait cette phase avec moi, mais que sa patience s'épuisait. Elle a écrit qu'elle savait qu'Armand l'aimait toujours parce qu'on ne peut pas simplement cesser d'aimer son âme sœur. La dernière page était presque terrifiante. Elle a dit que si nous continuions à l'exclure, elle s'assurerait que nous le regretterions. Elle a dit qu'elle avait des moyens de rendre nos vies difficiles que nous ne pouvions même pas imaginer. Elle a dit qu'Armand lui appartenait et lui appartiendrait toujours, peu importe ce qu'un tribunal ou un certificat de mariage pourrait dire. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone et les ai envoyées à Maître Valcourt immédiatement. Il m'a rappelé dans l'heure. Il a dit que la lettre était parfaite pour notre dossier d'ordonnance de protection car elle montrait l'incapacité totale de Béatrice à accepter la réalité. Il a dit que les menaces à la fin étaient particulièrement utiles car elles prouvaient qu'elles représentaient un risque réel pour notre sécurité. Il m'a dit de garder la lettre originale en lieu sûr et de ne répondre à Béatrice d'aucune manière. Maître Valcourt nous a aidés à déposer la demande d'ordonnance de protection 2 jours plus tard.
Nous l'avons rencontré à son cabinet et avons passé en revue toute la documentation que nous avions rassemblée. Au cours des derniers mois, il a tout organisé en une chronologie montrant le schéma des violations de limites de Béatrice sur 3 ans. Nous avions des photos d'elle à notre mariage dans sa robe blanche, des captures d'écran de l'invitation à la fête d'anniversaire, la documentation de la salle de sport et des restaurants où elle avait été bannie, les preuves de fraude à la carte de crédit, les témoignages des collègues d'Armand sur la perturbation au travail, et maintenant la lettre de 10 pages avec ses menaces. Maître Valcourt a dit que c'était l'un des cas de harcèlement les plus solides qu'il ait jamais vus. Nous avons rempli tous les papiers et notre avocat les a déposés au tribunal cet après-midi-là. L'ordonnance de protection temporaire a été accordée immédiatement et un huissier de justice a été chargé de la signifier à Béatrice à son appartement, avec la date de l'audience pour l'ordonnance permanente. Maître Valcourt nous a appelés ce soir-là pour nous dire que Béatrice avait été signifiée. L'huissier a rapporté qu'elle était devenue hystérique en lisant les papiers. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il devait y avoir une erreur car on ne peut pas obtenir une ordonnance de protection contre un membre de sa famille. Elle insistait sur le fait qu'elle et Armand étaient toujours liés par leur vœu de mariage et qu'aucun tribunal ne pouvait changer cela. L'huissier a dit qu'elle pleurait et se disputait encore quand il est parti. L'ordonnance temporaire interdisait à Béatrice de s'approcher à moins de 150 mètres de notre maison, du lieu de travail d'Armand ou de tout endroit où elle savait que nous serions. Elle interdisait également tout contact direct ou indirect jusqu'à l'audience au tribunal dans 3 semaines. Célestine a appelé le lendemain matin et a dit qu'elle et Isidore voulaient venir à l'audience avec nous pour nous soutenir. Je lui ai dit que cela signifiait beaucoup et que nous apprécierions leur présence. Le patron d'Armand a également proposé de fournir une déclaration écrite sur la perturbation de Béatrice au travail et comment cela avait affecté le bureau. Maître Valcourt a dit que ces témoins supplémentaires renforceraient notre dossier. Au cours des 2 semaines suivantes, notre avocat a préparé sa présentation. Il a créé une chronologie complète du schéma de 3 ans des violations de limites de Béatrice avec des dates, des heures et des incidents spécifiques. Il a organisé tous les témoignages, photos et documents dans un classeur. Il a préparé des questions pour Armand et moi à répondre à la barre. Il nous a coachés sur la façon de rester calme et factuel, même si Béatrice disait des choses dérangeantes. J'étais nerveuse à l'idée d'affronter Béatrice au tribunal, mais aussi déterminée à aller jusqu'au bout. Nous étions allés trop loin pour reculer maintenant. La nuit avant l'audience, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Béatrice et à la façon dont elle réagirait en perdant au tribunal. Une partie de moi avait pitié d'elle car elle avait clairement de sérieux problèmes pour accepter la réalité, mais une plus grande partie savait que ces conséquences étaient nécessaires et attendues depuis longtemps. La salle d'audience était bondée quand nous sommes arrivés le matin de l'audience. Célestine et Isidore nous ont retrouvés dans le hall et nous avons passé la sécurité tous ensemble. Maître Valcourt était déjà à l'intérieur, révisant ses notes. Nous nous sommes assis derrière la table où notre avocat avait disposé ses documents. La salle s'est lentement remplie d'autres personnes attendant leur affaire. Puis Béatrice est entrée et je pouvais à peine croire ce que je voyais. Elle portait la même robe blanche que lors de la cérémonie de notre mariage. La même robe. Ses cheveux et son maquillage étaient faits comme si c'était une occasion spéciale. Elle s'est dirigée de l'autre côté de la salle et s'est assise seule, car elle avait décidé d'assurer sa propre défense. Elle fixait Armand avec un sourire triste, comme s'il partageait un moment privé. Armand a regardé droit devant lui et ne l'a pas reconnu. Le juge est entré et a appelé notre affaire. Maître Valcourt s'est levé et a commencé sa présentation. Il a guidé le juge à travers la chronologie de 3 ans du comportement de Béatrice, montrant comment cela s'était intensifié après qu'Armand se soit remarié. Il a présenté les photos, les témoignages, les preuves de fraude à la carte de crédit et la lettre de menace. Il a appelé Armand à témoigner en premier. Armand a témoigné sur le fait de trouver Béatrice chez lui après le divorce, son refus de rendre la clé, ses intrusions constantes et son apparition à notre mariage. Sa voix était ferme et il s'en est tenu aux faits, exactement comme Maître Valcourt l'avait entraîné. Puis notre avocat m'a appelé à la barre. J'ai décrit le comportement de Béatrice envers moi, ses prétentions d'être la véritable épouse d'Armand, son harcèlement dans les restaurants et à la salle de sport, et la fête d'anniversaire qu'elle avait prévue pour son mariage défunt.
J'ai montré au juge des photos sur mon téléphone de Béatrice à la réception de notre mariage en train de faire son discours non sollicité. Puis ce fut le tour de Béatrice. Elle s'est levée et s'est approchée du juge sans note ni préparation. Elle a commencé à parler de son mariage de 15 ans avec Armand et de la façon dont ils avaient construit une vie ensemble. Elle a dit que leur lien était spirituel et transcendait les papiers légaux. Elle a dit qu'elle avait le droit de maintenir le contact avec Armand en raison de leur connexion profonde. Elle a utilisé les expressions âme sœur et flamme jumelle plusieurs fois. Le juge a écouté patiemment, mais je pouvais voir son expression changer pendant que Béatrice parlait. Elle n'arrêtait pas de me qualifier d'épouse temporaire et de dire qu'Armand finirait par réaliser son erreur et reviendrait vers elle. Elle a dit que leur amour était éternel et qu'aucune ordonnance de protection ne pourrait briser leur connexion spirituelle. Elle a commencé à pleurer et à raconter des histoires sur leur mariage comme si elle était en séance de thérapie plutôt qu'à une audience judiciaire. Le juge l'a finalement interrompue et lui a demandé si elle comprenait qu'elle et Armand étaient légalement divorcés. Béatrice a dit oui, mais que le divorce n'était qu'une formalité légale et ne reflétait pas leur véritable relation. Le juge a demandé si elle comprenait qu'Armand s'était remarié et Béatrice a dit oui, mais que j'étais juste une phase qu'Armand devait traverser. Le visage du juge est devenu très sérieux. Il a demandé directement à Béatrice si elle croyait qu'Armand voulait avoir des contacts avec elle. Béatrice a dit qu'elle savait qu'Armand l'aimait, même s'il était confus maintenant. Le juge a demandé si elle avait lu la requête pour l'ordonnance de protection où Armand déclarait explicitement qu'il ne voulait aucun contact avec elle. Béatrice a dit qu'Armand était influencé par moi et ne savait pas ce qu'il voulait vraiment. Le juge a annoncé sa décision sans même faire de pause pour délibérer. Il a dit qu'il accordait une ordonnance de protection de 3 ans avec des termes très spécifiques. Béatrice ne pouvait pas contacter Armand ou moi, directement ou par des tiers. Elle ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de notre maison, de nos lieux de travail ou de tout endroit où elle savait que nous serions. Elle ne pouvait pas publier sur nous sur les réseaux sociaux ni faire de déclarations publiques à notre sujet. Elle avait 7 jours pour rendre toutes les clés restantes ou les biens appartenant à Armand. Le juge a regardé directement Béatrice et lui a dit que son divorce avec Armand était légal et définitif. Il lui a dit qu'elle devait accepter cette réalité et avancer dans sa propre vie. Il a dit que son insistance continue à prétendre qu'elle avait un droit spécial sur Armand, malgré le divorce, montrait une déconnexion préoccupante de la réalité. Il lui a fortement recommandé de chercher un traitement de santé mentale professionnel. Béatrice a commencé à pleurer plus fort et à dire que le juge ne comprenait pas. Elle a dit que leur connexion était spéciale et unique et que personne ne pouvait la voir, sauf eux. Le juge a dit fermement que le tribunal avait pris sa décision et qu'elle devait se conformer à l'ordonnance de protection ou faire face à des poursuites pénales. Béatrice a continué de pleurer pendant que l'huissier lui remettait une copie de l'ordonnance. Nous avons quitté le tribunal avec Maître Valcourt, Célestine et Isidore. J'ai senti une immense vague de soulagement m'envahir. C'était enfin terminé. Béatrice avait maintenant des conséquences légales et ne pouvait plus simplement les ignorer. Dans les jours qui ont suivi, nous avons appris par des amis communs que Béatrice s'était complètement isolée. Elle ne répondait ni aux appels ni aux messages de personne. Sa famille a essayé de la contacter et de lui suggérer une thérapie, mais elle leur a dit qu'ils étaient tous contre elle et que personne ne comprenait sa connexion spéciale avec Armand. Un ami a dit que Béatrice insistait sur le fait que le juge avait tort et que l'ordonnance de protection ne changeait rien entre elle et Armand. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse en entendant sa réaction. J'étais soulagée d'avoir enfin une protection légale et des limites claires, mais aussi triste de savoir que Béatrice souffrait et semblait incapable d'accepter la réalité. Armand a dit qu'il se sentait parfois coupable, mais Dr Charvet l'a aidé à comprendre que la santé mentale de Béatrice n'était pas sa responsabilité. Il ne pouvait pas sacrifier notre mariage et ma sécurité pour protéger Béatrice des conséquences de ses propres actions. Ces conséquences étaient nécessaires, même si elles étaient douloureuses, pour toutes les personnes impliquées. Armand a continué à aller en thérapie chaque semaine et a commencé à faire de réels progrès en matière d'affirmation de soi et d'établissement de limites. Dr Charvet lui a fait pratiquer différents scénarios où des personnes pourraient essayer de le manipuler par la culpabilité. Ils ont répété comment dire non fermement, sans s'excuser ni s'expliquer.
Il m'a avoué un soir qu'il se sentait plus léger, comme s'il avait porté les émotions de Béatrice pendant des années et les avait enfin déposées. Il a dit qu'apprendre à fixer des limites était difficile, mais aussi libérateur. Nous avons commencé une thérapie de couple ensemble aussi, rencontrant un thérapeute différent spécialisé dans les relations conjugales. Nous avons travaillé sur les schémas de communication et la reconstruction de la confiance. J'ai appris que je retenais certains de mes sentiments parce que j'avais peur de submerger Armand. Il a appris qu'il devait être plus proactif pour protéger notre relation, au lieu d'attendre que les problèmes s'aggravent avant de les régler. La thérapie de couple nous a aidés à mieux nous comprendre et à construire une base plus solide pour notre mariage. Nous étions tous les deux engagés à faire en sorte que cela fonctionne et à faire le travail difficile nécessaire pour avoir une relation saine. 2 mois après l'octroi de l'ordonnance de protection, Béatrice a testé les limites. Une amie commune a appelé Armand et a dit que Béatrice avait demandé de passer un message. Béatrice voulait savoir si Armand envisagerait une médiation pour guérir leur relation. L'amie a dit que Béatrice semblait plus calme maintenant et que peut-être nous devrions lui donner une chance. Armand m'a surprise en gérant cela parfaitement. Il a dit immédiatement à l'amie que tout contact de Béatrice, même par des tiers, violait l'ordonnance de protection. Il a dit que si l'amie transmettait d'autres messages, il devrait le signaler à la police et qu'elle pourrait faire face à des accusations pour avoir aidé Béatrice à violer l'ordonnance. L'amie s'est excusée immédiatement. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que Béatrice l'utilisait et qu'elle ne laisserait plus cela se produire. Elle se sentait très mal d'avoir appelé. Armand l'a remerciée pour sa compréhension et a raccroché. J'étais si fière de lui à ce moment-là. L'ancien Armand se serait senti coupable et aurait peut-être même envisagé la demande de Béatrice. Ce nouvel Armand a protégé nos limites sans hésitation ni excuse. Il a appelé Maître Valcourt pour documenter la tentative de violation et l'avocat a dit d'en garder une trace, mais qu'un incident par un tiers n'était probablement pas suffisant pour engager des poursuites pénales. Il a dit que si cela se reproduisait, nous aurions un dossier plus solide. Une semaine après que notre avocat a documenté la tentative de violation de Béatrice par l'intermédiaire de l'amie commune, Célestine a appelé pour nous inviter à un dîner de famille chez elle. Elle a dit qu'elle voulait que tout le monde soit réuni pour parler de ce qui se passait, et sa voix sonnait sérieuse d'une manière qui m'a rendue nerveuse. Armand m'a serré la main dans la voiture en chemin et m'a dit de ne pas m'inquiéter, que sa famille avait besoin d'entendre la vérité. Quand nous sommes entrés dans la salle à manger de Célestine, la mère d'Armand était déjà là avec ses 2 frères et leurs femmes. Tout le monde semblait mal à l'aise, comme s'ils savaient que ce ne serait pas un repas de famille normal. Célestine avait mis la table avec sa belle vaisselle et avait fait le rôti de bœuf préféré d'Armand, mais l'atmosphère semblait lourde. Nous nous sommes assis et avons parlé de banalités sur le travail et la météo pendant peut-être 10 minutes avant que Célestine ne pose sa fourchette et regarde autour de la table. Elle a dit que tout le monde devait reconnaître que le comportement de Béatrice avait été complètement inacceptable pendant des années et que la famille aurait dû soutenir les limites d'Armand au lieu de rester neutre. La mère d'Armand s'est essuyé les yeux avec sa serviette et a admis qu'elle avait toujours trouvé Béatrice trop contrôlante pendant leur mariage. Elle a dit que Béatrice appelait constamment pour se plaindre si Armand ne faisait pas les choses exactement comme elle le voulait, et qu'elle avait vu à quel point Armand semblait épuisé à la fin de leurs 15 ans ensemble. Sa mère s'est excusée de ne pas avoir parlé plus tôt, disant qu'elle ne voulait pas s'ingérer dans leur mariage et pensait que c'était leur affaire. Elle m'a regardée et a dit qu'elle était reconnaissante qu'Armand ait trouvé quelqu'un qui l'aidait à se défendre au lieu de simplement tout accepter. Le frère aîné d'Armand a ajouté qu'il avait remarqué que Béatrice agissait toujours de manière possessive lors d'événements familiaux, même après le divorce, mais il avait supposé que c'était à Armand de gérer. Sa femme a dit que Béatrice l'avait acculé à Noël il y a 2 ans et l'avait averti de ne présenter aucune femme célibataire à Armand parce qu'il n'était pas prêt à passer à autre chose. Toute la table est restée silencieuse un moment et j'ai réalisé à quel point Béatrice avait manipulé tout le monde autour d'Armand pendant des années. Le frère cadet a dit qu'il se sentait coupable de ne pas avoir pris la situation au sérieux quand Armand lui avait parlé pour la première fois de Béatrice qui entrait dans sa maison. Cela lui avait semblé étrange, mais pas dangereux, et maintenant il comprenait que c'était en fait du harcèlement. La famille a passé l'heure suivante à partager des histoires sur le comportement contrôlant de Béatrice, dont ils avaient tous été témoins mais n'avaient jamais discuté ouvertement.
La mère d'Armand a parlé de la façon dont Béatrice réorganisait sa cuisine quand elle lui rendait visite, insistant sur le fait qu'elle connaissait de meilleures façons d'organiser les choses. Son frère aîné s'est souvenu que Béatrice appelait pour demander ce qu'Armand voulait pour son anniversaire au lieu de simplement le demander à Armand directement. Chaque histoire ajoutait à cette image de quelqu'un qui ne pouvait pas lâcher le contrôle, même après que le divorce ait été finalisé. À la fin du dîner, tout le monde a convenu qu'ils auraient dû dire quelque chose des années plus tôt au lieu d'éviter le conflit. L'acceptation et le soutien de la famille ont semblé nous soulager tous les deux d'un poids, sachant que nous ne luttions plus seuls contre les illusions de Béatrice. Les semaines qui ont suivi ce dîner de famille ont apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis que j'avais épousé Armand. Je pouvais me promener dans notre maison sans cette tension constante sur mes épaules, sans m'attendre à trouver Béatrice dans la cuisine ou à entendre sa clé dans la serrure. Armand et moi avons commencé à établir nos propres routines en tant que couple. Des choses simples comme faire les courses ensemble le week-end et cuisiner des repas que nous voulions vraiment manger tous les deux. Il a admis un samedi matin qu'il n'aimait même pas tant que ça les œufs au plat avec un jaune coulant, ce qui m'a fait rire aux larmes. Il a dit que Béatrice avait décidé que c'était ce qu'il voulait il y a 15 ans et qu'il en mangeait simplement chaque dimanche parce que c'était plus facile que de se disputer. Nous avons commencé à essayer différents petits déjeuners et avons découvert qu'il adorait en fait les crêpes aux myrtilles, quelque chose que Béatrice n'aurait jamais fait car elle pensait que les crêpes n'étaient pas saines. Armand a commencé à exprimer des opinions sur des choses pour lesquelles je ne savais même pas qu'il avait des préférences, comme la température à maintenir dans la maison ou les émissions de télévision qu'il aimait vraiment regarder. Il s'avère qu'il avait accepté les choix de Béatrice pendant si longtemps qu'il avait cessé de penser à ce qu'il voulait lui-même. Nous avons établi de nouvelles traditions qui n'étaient qu'à nous, comme la pizza le vendredi soir et les marathons de films, ou les randonnées du dimanche après-midi dans le parc près de chez nous. Le système de sécurité est devenu juste une partie de notre routine normale, plutôt que cette nécessité urgente que nous vérifions constamment. Je pouvais me détendre sur le canapé sans sursauter à chaque bruit extérieur, et Armand a cessé de regarder vers la porte avec cette expression inquiète chaque fois que nous entendions une voiture dans l'allée. 6 mois après l'octroi de l'ordonnance de protection, Célestine a appelé avec des nouvelles de Béatrice. Elle a dit qu'un ami commun avait mentionné que Béatrice avait finalement commencé à voir un thérapeute et faisait apparemment des progrès pour accepter le divorce. L'ami a dit que Béatrice parlait de déménager dans une autre ville pour un nouveau départ, un endroit où elle ne croiserait pas Armand et n'aurait pas de rappel constant de leur mariage. Célestine a demandé si nous voulions qu'elle se renseigne davantage ou peut-être qu'elle contacte le thérapeute de Béatrice. Armand et moi en avons discuté ce soir-là et nous avons convenu que maintenir nos limites était plus important que le processus de guérison de Béatrice. Nous n'avions pas besoin de mise à jour sur sa thérapie ou de confirmation qu'elle allait mieux. Armand a dit qu'il espérait qu'elle trouverait la paix un jour, mais qu'il n'était plus de sa responsabilité de l'aider à y parvenir. Cette conversation a semblé être une autre étape importante dans sa croissance, l'entendre prioriser notre mariage par rapport à son ancienne culpabilité concernant les sentiments de Béatrice. Nous n'avons pas contacté l'ami commun pour plus d'informations, ni demandé à Célestine de nous tenir au courant. Le chemin de guérison de Béatrice était le sien à parcourir, et nous devions nous concentrer sur nos propres vies sans elle. Notre mariage s'est renforcé à travers tout ce chaos, construit sur des limites claires et une communication honnête que nous nous sommes battus pour établir. Armand a appris à prioriser notre relation au lieu d'éviter les conflits, parlant immédiatement maintenant quand quelque chose le dérangeait, au lieu de le laisser s'accumuler. J'ai appris que parfois, l'amour signifie se battre pour son partenaire, même quand cela semble inconfortable ou méchant. Nous avions toujours le système de sécurité et les nouvelles serrures qui gardaient Béatrice à l'extérieur, et nous les garderions probablement toujours, mais maintenant elles semblaient être des précautions pratiques plutôt que des défenses désespérées, et cette différence voulait tout dire. La thérapie d'Armand avec Dr Charvet a continué même après que la crise immédiate soit passée, car il voulait continuer à travailler sur les schémas qui avaient permis à Béatrice de le contrôler si longtemps. Nous avons également fait une thérapie de couple, apprenant de meilleures façons de communiquer et de nous soutenir mutuellement à travers le stress. La fondation que nous avons construite pendant ces mois difficiles nous a rendus plus forts que les couples qui n'ont jamais eu à se battre pour leur relation. Nous savions de quoi nous étions capables de protéger ensemble, et cette connaissance nous a rendus confiants pour affronter ce qui allait suivre. Commentaires,
Poser des limites claires est avant tout un acte de respect envers soi. Ce n'est jamais une déclaration de guerre, mais une affirmation de notre besoin de sécurité et de paix. La vraie gentillesse n'exige pas que nous sacrifiions notre bien-être pour le confort des autres. Protéger son espace mental et ses relations est une responsabilité que nous avons tous. Nous ne pouvons pas guérir à la place de quelqu'un d'autre, mais nous pouvons prendre la responsabilité de notre propre cheminement. Le travail le plus difficile commence souvent après la crise, lorsque nous devons reconstruire la confiance et la communication. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner un conflit, mais dans le courage de construire un environnement sain. Choisir la paix demande parfois plus de courage que de s'engager dans une bataille sans fin. J'espère sincèrement que chacun trouvera la force de protéger sa propre tranquillité d'esprit. Cette histoire vous a plu ? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.